La seconde conférence, ça concerne l'utilisation de WOS, the Web of Science, qui va être présenté par Ali Barraouane. Ali Barraouane, c'est un jeune chercheur de notre université et qui a fait l'année dernière, en quelque sorte, une formation sur l'utilisation de the Web of Science. Donc, c'est pour cela, je l'ai contacté pour nous présenter cette conférence-là. Et donc, c'est Ali, la parole est à vous. Ok, je vous remercie infiniment aussi, Azizi. Normalement, la formation n'a pas été réalisée l'année dernière, mais c'était juste au début de l'année 2020, juste avant le confinement, c'était en février, normalement. Bon, je vous remercie infiniment pour cette chaleureuse présentation. On va essayer de commencer notre présentation donc sans pour autant tarder au niveau de l'introduction. Je vais essayer de partager l'écran avec vous. Donc, l'intégralité, voilà. Et là, je vais partager cet écran-là et je vais voir. OK. Donc, normalement, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est tout simplement l'utilisation de manière sommaire de Web of Science. Je vais vous présenter en premier lieu donc, les notions de base relatives à la recherche bibliographique au niveau de cette plateforme-là, parce que nous allons voir tout à l'heure que Web of Science, c'est vraiment une plateforme. Comme l'avait dit tout à l'heure M. Azizi, la plateforme Web of Science, elle appartient au groupe américain actuel qui s'appelle Clarivate Analytics. Elle était, il y a quelques années, une partie intégrante de Thomson Reuters, donc la grande agence d'information internationale. Maintenant, elle appartient à Clarivate Analytics parce qu'elle avait vendu donc à cette start-up-là qui est sise normalement en Californie. Donc là, ce que nous allons faire aujourd'hui, voici notre to-do list. On va essayer d'utiliser Web of Science premièrement pour trouver le journal adéquat, en fait l'article adéquat. Si vous êtes en train de rechercher un article scientifique au niveau d'un champ de recherche qui vous intéresse, donc on va voir comment vous allez pouvoir utiliser les différents outils normalement qui sont mis à la disposition des chercheurs marocains par Web of Science. On va voir comment nous allons pouvoir trouver ou rechercher un auteur, donc un chercheur qui est très important, qui est très influent dans un champ de recherche bien déterminé, le vôtre par exemple. Et puis finalement, on va pouvoir trouver, puisque la vocation de tout chercheur, c'est de publier dans un journal scientifique qui est relativement de bonne qualité et qui va devoir accepter son travail. On va voir comment vous allez pouvoir trouver le journal adéquat pour publier votre travail en utilisant bien évidemment les outils qui sont mis à notre disposition par Web of Science. Bon, un petit briefing historique. Ce que vous devriez savoir, c'est que le Web of Science est actuellement l'idée séminale de ce monsieur-là, de monsieur Garfield. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a en premier lieu, en 1960, créé l'Institut pour l'information scientifique. Et puis, c'est lui qui avait publié donc, le premier article relatif à l'indexation des articles scientifiques en utilisant des techniques de regroupement de citations. Et puis, une année après, normalement, il avait publié un deuxième article où il avait mis en exergue, ou plutôt, il avait partager avec la communauté scientifique la façon dont on peut calculer le facteur d'impact d'un journal à partir des citations qui sont normalement données aux articles de ce journal-là. Pour la timeline, donc vous voyez très bien qu'en 1964-1965, c'était la publication des deux articles dont nous venons de parler. Puis après, donc 1966 jusqu'à 1988, c'était la publication de l'index des citations scientifiques sous différentes formes, donc en utilisant différents supports. Il y avait en premier lieu donc la bande magnétique pour arriver finalement en 1988 à la version CD-ROM. Puis, je ne vais pas tout citer pour arriver finalement normalement à l'année 2018. Donc, l'année 2018, c'était normalement la dernière année dans laquelle la plateforme Web of Science
est arrivé à maturation parce que à ce niveau-là, donc c'était la dernière acquisition du groupe Clarivate. Donc ils avaient acheté le groupe Copernicus. C'était également une start-up anglaise. Elle appartenait normalement à un monsieur que vous connaissez, en fait, que vous devriez connaître tous. C'était le cofondateur de Mendeley. Je pense que tous les chercheurs actuellement au niveau de notre université utilisent Mendeley. Et donc, ce monsieur-là, il avait cédé Copernicus à Clarivate Analytics et non pas à Elsevier, donc normalement qui avait acheté Mendeley il y a quelques années également. Donc, ce que vous devriez savoir, c'est que pour accéder aux produits de Web of Science à partir du campus universitaire, je vais signaler deux choses. La première des choses, c'est que notre université, normalement, il y a 2 ans, je pense, elle a changé son adresse IP. Et puisque l'université a une adresse IP fixe, ceci a posé quelques problèmes relativement à la connexion aux différents produits de Web of Science à partir de l'IP, de l'adresse IP de notre université. Vous allez pouvoir vous connecter à Web of Science, mais pas aux autres produits qui sont complémentaires et qui sont aussi importants que Web of Science. Donc, c'est pour cela que je vous demanderai normalement d'envoyer un email, un message à cette adresse email-là, iconsortium@imist.ma. Vous devriez leur envoyer un message avec votre adresse email académique, donc notre ump.ac.ma, et vous leur dites, s'il vous plaît, je veux activer mon compte pour accéder aux différentes bases de données. Donc, normalement, vous devriez recevoir une réponse dans les 24 aux 48 heures. Et là, une fois que vous aurez votre mot de passe d'accès avec votre username qui est votre adresse email, vous allez pouvoir accéder aux différentes bases de données auxquelles est souscrit le consortium marocain des universités, donc, ou le consortium des universités marocaines et le CNRST. Donc, vous voyez très bien qu'à ce niveau-là, il y a différentes bases. Vous avez la Science Direct, il y a Scopus, il y a Aluka qui appartient actuellement à Gistor. Donc là, il faudra mettre à jour ces icônes-là. Puis, il y a Springer et il y a Web of Science. Donc aujourd'hui, on va parler uniquement du Web of Science. Donc, quels sont les services lorsque vous allez accéder, donc lorsque vous aurez accès à ce niveau-là? Une fois que vous cliquez sur Web of Science, vous aurez accès à la plateforme Web of Science pour faire les différentes recherches, bien évidemment. C'est beaucoup plus destiné aux chercheurs. Donc là, on va voir tout à l'heure comment on peut faire une recherche bibliographique sur Web of Science. Vous allez pouvoir accéder à un outil très important dans la gestion et le management de la recherche scientifique et qui est mis à disposition essentiellement aux États, aux institutions, pour qu'elles puissent évaluer l'état d'avancement de ces travaux de recherche, de leurs travaux de recherche, si on les prend en pluriel. Et le Insights, il contient le JCR pour Journal Citation Reports. Donc là, c'est une partie qui va vous donner uniquement des informations relatives à l'impact facteur du journal et à l'évolution du journal depuis normalement l'année de souscription de l'université. Et puis, il y aura le Essential Science Index. Donc là, plutôt Essential Science Indicators. Donc là, ce sont des indicateurs relatifs surtout à la science. Et là, vous aurez différentes possibilités pour faire la comparaison entre les les différents items scientifiques à travers le monde. Puis, on a également accès à travers cette souscription marocaine à EndNote Web. Donc, la majorité des personnes, je pense, utilisent la version gratuite de Mendeley. Il y a également une version de EndNote qui est également un logiciel de gestion de la bibliographie. Mais là, on a uniquement accès à EndNote Web. Donc, tout ce que nous allons devoir faire pour gérer notre bibliographie dépendra de la connexion Internet. Okay. Il y a également une version standalone donc, que vous allez pouvoir installer sur ordinateur, mais c'est une version qui est payante. Il faudra que le consortium des universités paie beaucoup d'argent en surplus par rapport à ce qu'il a payé pour que nous puissions télécharger la version ordinateur de EndNote. Et nous avons également accès à Copernicus. Copernicus, pour le citer, donc c'est un petit logiciel
que vous allez devoir greffer sur votre navigateur Google Chrome, donc parce il est optimisé pour Google Chrome uniquement, et il va vous permettre de rechercher les full text pour les PDF, pour les articles que vous êtes en train de lire. Donc là, ce qu'il fait, donc c'est un travail qui est relativement similaire à Sci-Hub. Mais Sci-Hub, c'est du hacking, alors que là, c'est beaucoup plus légal. Donc, c'est un algorithme qui est légal, qui va vous permettre donc, de retrouver les full textes pour les documents que vous êtes en train de rechercher. On va voir tout à l'heure comment il surgit. Et puis, finalement, il y a un outil très important pour les scientifiques. C'est, par exemple, il y a pas mal de doctorants, il y a pas mal de chercheurs qui ont des problèmes relativement à l'indexation des journaux. Des fois, vous avez un bon travail et vous le mettez dans un journal qui n'est pas indexé, alors qu'il pouvait avoir une chance dans un journal indexé et avec un bon impact facteur. Et en fin de compte, vous dites que en fait, c'est du gâchis. Vous avez gâché un travail. Maintenant, Web of Science met à votre disposition donc, cet outil-là, le NGL, donc Master Journalist. Ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à rechercher les journaux qui sont indexés dans Web of Science. OK. Donc, Web of Science, la plateforme, pourquoi on parle de plateforme et non pas de base de données? Parce que tout simplement, Web of Science, c'est tout simplement ça. C'est très compliqué et c'est très, je dirais, gigantesque. La Web of Science Platform, elle contient différentes bases de données. La base de données importante et essentielle, c'est ce que nous appelons, c'est ce qu'ils appellent la Web of Science Core Collection. Donc, cette collection, je dirais, principale, elle contient différentes sources des sources relatives à la science. Donc, c'est le Science Citation Index Expanded. Et puis, vous allez retrouver les sources émergentes et puis des sources relatives aux arts et humanités et puis les sciences sociales. Nous allons retrouver également les proceedings et puis les livres. Il y a également en fait les collections de spécialités. Donc là, lorsque vous voyez collection, ça veut dire que ce sont des entités qui ont je dirais, passé le processus de sélection par les gens de Web of Science. C'est Web of Science qui se charge de sélectionner, donc au niveau de la Core Collection. Au niveau des collections de spécialités, c'est également Web of Science qui se charge de la sélection. Et puis, il y a les Patent and Data Collections. Donc là, vous avez donc le grand groupe Deloitte qui appartient également à Clarivate Analytics. Et puis, il y a le Data Citation Index. Donc, ceci, cela et cela appartiennent à Clarivate Analytics. Donc, ils subissent le processus de sélection de Web of Science. Maintenant, à côté de cela, dans la Web of Science Platform, il y aura également les Regional Hosted Collections. En fait, ce sont uniquement des collections qui sont régionales, mais qui sont uniquement hébergées par Web of Science. C'est-à-dire que les documents que nous allons retrouver, on peut les retrouver au niveau de Web of Science, mais ça ne veut pas dire que, normalement, la qualité du document, c'est une qualité qui a été évaluée par les gens de Web of Science. D'accord? Mais les journaux qu'on y trouve, ce sont des journaux qui sont indexés dans Web of Science. D'accord? Il y a donc cette base de données sud-américaine, Cielo, vous la connaissez tous. Il y a une base de données coréenne, il y a une base de données russe et une base de données chinoise. Et puis finalement, il y a également les collections de spécialités qui sont uniquement hébergées. Et parmi les plus importantes, il y a la Medline qui appartient au National Institute of Health des États-Unis. Maintenant, la souscription marocaine, elle ne nous permet pas l'accès à toutes ces bases de données. Elle nous permet uniquement l'accès à la Web of Science Core Collection, mais ce que vous devriez savoir, c'est que la Web of Science Core Collection, c'est entre 1900, donc entre 1900 jusqu'à présent. La souscription marocaine, ça veut dire le Maroc a payé uniquement pour que nous ayons accès entre 1986 au présent. Nous avons accès uniquement donc, à ces trois bases de données à vocation régionale, la Cielo, la Korean Journal Database et la Russian Science Citation Index. Donc, vous avez donc, les limites d'années d'accès. Et puis finalement, nous avons uniquement accès à Medline. Ce que vous devriez savoir pour les gens qui font de la biologie en général, ou plutôt les sciences biomédicales, Medline, vous pouvez y accéder également à travers PubMed. Mais si vous avez Medline dans Web of Science, vous n'aurez pas... Donc, vous n'allez pas perdre de temps en changeant de
d'anglais au niveau de votre navigateur pour rechercher des informations au niveau de cette base et au niveau de l'autre base. Donc, elle est là. Vous allez gagner beaucoup de temps si vous faites la recherche au niveau d'une seule base. Maintenant, au niveau de l'indexation, je vais vous parler comment se fait l'indexation au niveau de la call collection de la plateforme Web of Science. Donc, normalement, pour l'indexation, lorsque un journal veut être indexé au niveau de la call collection, il va soumettre une évaluation spontanée. Et lorsqu'il va soumettre l'évaluation spontanée, les gens de Web of Science, donc il y a des éditeurs qui sont employés par Web of Science et qui n'ont pas le droit de faire l'édition de journaux avec un autre éditeur. Donc, ils sont employés uniquement pour l'évaluation. Ils vont évaluer les documents suivant deux critères importants. Le premier, c'est le critère de qualité et le second, c'est le critère d'impact. Donc, on va voir deux choses. Est-ce que le journal, c'est un journal de qualité? Est-ce que le journal, c'est un journal qui a un impact au niveau du champ de recherche auquel s'intéresse ce journal-là? Donc, si le journal est de très bonne qualité, il a un très grand impact dans le champ de recherche auquel il s'intéresse, on va le mettre suivant la discipline, soit dans le Science Citation Index Expanded, ou là dans le Social Sciences Citation Index, ou dans le Art and Humanities Citation Index. Maintenant, dans un second cas, ce qui se passe, c'est que le journal est de très bonne qualité, mais c'est un journal qui est relativement jeune, et qui n'a pas eu beaucoup de temps pour avoir un impact au niveau des champs de recherche, du champ de recherche auquel il s'intéresse. Donc là, ce qui se passe, on va mettre le journal au niveau de Emerging Sources Citation Index. Donc là, pour les sources émergentes, on peut trouver des sources relatives à la science, des sources relatives aux sciences sociales, ou bien aux arts et aux humanités. Et puis, il y a cette possibilité de pivoter au niveau du processus d'indexation. Si le journal qui appartenait aux sources émergentes a gagné d'impact, donc il a gardé sa qualité et il a gagné de l'impact, on va le mettre au niveau d'un index relativement à la discipline ou au champ de recherche auquel il s'intéresse. En contrepartie, si un journal se trouve au niveau du Science Citation Index Expanded, par exemple, et qu'il perd d'impact, en gardant la qualité, on va le remettre au niveau des sources émergentes. Mais si un journal il perd la qualité, il sera désindexé, si je me permets de dire, de la call collection de Web of Science. Ce que vous devriez savoir, et ce que nous devrions savoir tous également, c'est qu'au niveau de la call collection, il y a également les Book Citation Index. Donc, on peut retrouver des livres, et on peut trouver également les Conference Proceedings Citation Index, donc les procédures de conférence, et leur indexation dépend uniquement de la qualité des documents. Voilà. Donc, en accédant à la base de données Web of Science, la première des choses que je recommande de faire, c'est tout simplement d'appuyer sur le bouton Sign In, donc là pour créer un compte. Si vous n'avez pas un compte, vous devriez le créer. Et il serait mieux de créer le compte avec votre email académique que vous allez utiliser pour accéder au compte de e-ressources.imist.ma. Donc, comme ça, vous allez pouvoir accéder à tous les outils qui sont mis à disposition des chercheurs marocains. Et ça va vous permettre également d'avoir une certaine traçabilité des différentes recherches bibliographiques que vous allez réaliser au niveau de la base de données. Donc, une fois que vous allez accéder à la base de données, ce qui va se passer, on va vous demander de sélectionner la base de données dans laquelle vous allez pouvoir faire la recherche. Vous aurez donc quelques éléments pour vous faciliter et pour étroitre le champ de recherche que vous voulez faire. Et là, c'est le champ de saisie des mots utilisés pour la recherche. Et finalement, vous avez le time span. Donc là, c'est quoi? C'est tout simplement l'intervalle de temps dans lequel vous voulez faire la recherche du document de l'auteur ou bien donc, de ce que vous voulez au niveau de la plateforme Web of Science. Et on vous indique à ce niveau-là que vous êtes connecté grâce à la souscription du CNRST marocain. Donc là, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Donc, si vous allez faire une recherche, c'est très important de retenir ces tags-là.
ça vous aidera à repérer les parties importantes que vous allez pouvoir utiliser pour tirer profit de votre recherche. Donc, en fait, la première partie à ce niveau-là, c'est la partie relative aux résultats. Ça va vous donner le nombre de résultats obtenus, donc le nombre de documents obtenus, avec donc je dirais un rappel de ce que vous avez mis au niveau de la recherche. Au niveau de cette barre-là, en deux, en fait, c'est un panneau qui va vous permettre de filtrer votre recherche. Et puis, à ce niveau-là, vous avez l'affichage de tous les documents qui sont issus de votre recherche. Et finalement, là, c'est le point fort de Web of Science. On va vous donner tout simplement les différentes informations relatives à la citation, et à l'utilisation du document que vous êtes en train de consulter. Pardon. OK. Maintenant, pour faire une bonne recherche sur Web of Science, il faudra suivre 5 étapes essentielles, 5 étapes clés. Il faudra choisir la bonne base de données. On avait dit que Web of Science était une plateforme et elle contient plusieurs bases de données auxquelles nous avons accès. Entre autres, et la plus importante, c'est la Core Collection. Il faudra tout simplement, en deuxième lieu, essayer de maîtriser les outils de recherche, si je me permets de dire. Donc, ce sont des outils et des techniques très simples que je vais vous présenter juste après cela. Il faudra comprendre et avoir une idée sur la façon de filtrer sa recherche. Et puis, il faudra utiliser le réseau de citations qui est proposé par Web of Science. Et puis, finalement, il serait très important d'enregistrer la recherche bibliographique que vous avez utilisée sur la plateforme en vue de la reconduire une deuxième fois ou bien de la partager avec des autres chercheurs lorsque vous faites de la recherche collaborative. Bon, pour les techniques de recherche, si vous le permettez, il faudra tout simplement, lorsque vous faites une recherche avancée, comprendre comment fonctionnent les opérateurs booléens en général, le AND, le OR, AND NOT. Normalement, ces opérateurs, vous pouvez les utiliser au niveau de n'importe quel moteur de recherche. Il y a également l'ajout de near and. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes en train de rechercher des mots qui doivent être séparés par un nombre déterminé de mots. Par exemple, je veux rechercher astrobiology et qui doit être séparé de spatial, par exemple, donc spatial, par 3 termes. Donc là, je vais mettre astrobiologie et je vais mettre near / 3, puisque ce sont 3 termes qui doivent séparer, et puis spatial. Donc là, le near, vous pouvez l'utiliser lorsque vous faites une recherche très, très avancée. Et puis same, pourquoi ils ont ajouté le same? Parce que same, ça veut dire pareil, parce qu'il y a un petit problème au niveau des adresses des chercheurs. Ben, ce qui va se passer lorsque vous faites, par exemple, lorsque vous êtes en train de rechercher un endroit de publication, un lieu de publication, vous allez mettre, par exemple, Université Mohammed Ier, et puis il y a des chercheurs qui, dans leur article, n'ont pas mis Université Mohammed Ier. Ils ont mis FSO, par exemple, ou Faculté des sciences. Ce que vous devriez faire, vous pouvez mettre Université Mohammed Ier, same, Faculté des sciences. Et donc là, vous allez dire à Web of Science que vous êtes en train de demander un article qui a été publié dans l'Université Mohammed Ier, mais s'il y a un article qui a été publié dans Faculté des sciences d'Ujda, ben, il sera considéré comme si c'était un article qui est publié dans l'Université Mohammed Ier. Il y a également cet outil de recherche important lorsque vous avez des ambiguïtés relativement à un terme bien déterminé. Ce sont les wildcards, donc l'utilisation des troncatures. Le astérisque, il sert à quelque chose. Donc, lorsque vous avez un terme qui est soit complet ou qui a besoin de plusieurs caractères, vous mettez l'astérisque soit avant, soit après, soit au milieu du terme. Puis, il y a l'interrogation. Le point d'interrogation, ça veut dire qu'à côté de votre terme, il y a un caractère qui est manquant. Et puis, il y a le $. Ça veut dire que soit vous avez un caractère manquant ou un caractère ou pas de caractère manquant, pardon. Et puis finalement, lorsque vous êtes en train de rechercher une phrase bien déterminée, donc vous connaissez très bien que lorsqu'on recherche une phrase bien déterminée, bien définie, il faudra toujours la mettre entre guillemets. Et donc c'est ce qu'on vous demande sur
Web of Science, on vous demande que si vous êtes en train de rechercher une phrase, il faudra la mettre entre guillemets. Maintenant, avant de passer à la pratique, je vais vous donner le point fort de Web of Science et en fait qui a été inventé par le monsieur dont nous avons parlé tout à l'heure, le monsieur Garfield. Ben, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est amusé à prendre un article scientifique bien déterminé et à voir les références qui ont été citées par cet article-là. En général, ces références, ce sont des références qui sont antécédentes à la date de publication de ce document-là. Puis, il a pris le même document et il a recherché tous les documents qui ont cité ce document-là. Donc là, il était en train, sans le savoir, en train de créer un réseau de citations. Donc, vous avez un document et c'est un document qui va mettre en connexion des articles cités et des articles qui l'ont cité. Maintenant, grâce au pouvoir algorithmique, les gens de Web of Science, ils ont développé une solution qu'ils ont appelée les Related Records, donc les fiches connectées, ou plutôt les fiches qui sont liées à ces documents-là. Et là, on peut, à partir de cet algorithme-là, trouver tous les documents qui vont partager les mêmes citations avec le document qui est d'intérêt. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment vous allez facilement trouver ces documents-là sans aucun problème parce que c'est donné par les gens de Web of Science. Donc là, pour pratiquer cette recherche, on va faire une recherche très rapide. Voilà. Normalement, je vais rechercher e-ressources pour me connecter. Voilà. Voici donc mon identifiant. Je valide. Là, j'ai accès. Et là, je vais cliquer sur Web of Science. Donc, ça va charger. J'espère que ça va marcher. En attente de... Voilà. Donc là, nous avons accès donc, à la plateforme. Ça se télécharge. Voilà. OK. Maintenant, je retrouve normalement ce que je viens de vous présenter. Actuellement, j'espère que vous voyez l'écran sans aucun problème. Voici, je suis bien connecté. Donc là, vous devriez essentiellement vous connecter parce que ça va vous servir pour retrouver les historiques de recherche s'il y a interruption de recherche. Pour les bases de données auxquelles le CNRST est souscrit, il y a donc le Web of Science Core Collection, c'est ce que nous venons de dire. Et puis, normalement, vous pouvez faire la recherche dans toutes les bases de données. Alors, personnellement, je vais essayer de faire une recherche au niveau de la Core Collection uniquement. Et je vais faire une recherche. Donc là, vous allez choisir, je dirais, le sujet de recherche. Alors, vous pouvez faire la recherche par mots-clés, par titre, par nom d'auteur, par nom de publication, par numéro d'accès de l'article, par adresse. Alors, je vais essayer de choisir, de faire la recherche par titre. Et au niveau du titre, je vais faire cette dernière recherche, la recherche relative au diabète. Donc là, comme vous le voyez, je suis en train de rechercher une phrase bien déterminée. Si j'enlève les guillemets, ça va me donner un nombre de résultats. Et si je mets les guillemets, ça va me donner un autre nombre de résultats. Donc là, je vais faire la recherche au niveau de toutes les années qui sont permises au niveau de la base, au niveau de la Core Collection. Donc 1986-2020, et je fais une recherche. OK. Voilà. Donc là, vous voyez très bien qu'au niveau de ma recherche, en fait, la première des choses à laquelle je dois m'intéresser, c'est le nombre de documents que j'ai obtenus. Regardez, j'ai obtenu 72 763 documents qui sont tous issus de la Web of Science Core Collection. Maintenant, si je vais m'amuser à faire les guillemets, vous allez voir que ça va me donner moins de résultats parce que ça va me donner uniquement les articles qui ont dans le titre Diabetes mellitus qui est en liaison. Non, Diabetes mellitus, ça veut dire diabète sucré. Je suis en train de faire des recherches relativement à tous les articles qui contiennent diabète sucré au niveau du titre de l'article. Je recherche. Tout à l'heure, c'était 72 000 quelque chose. Donc, il y a à peu près une trentaine, je pense, d'articles qui sont en moins. Et là, c'est toujours dans la Web of Science Core Collection.
Maintenant, vous avez 72 733 documents. Même si c'est vraiment très inférieur par rapport au nombre de documents réels relatifs donc à la recherche à la recherche plutôt sur le diabète sucré, ça reste un chiffre ou un nombre de documents qui est colossal et je vais me perdre au niveau du choix du bon document et le document qui serait en fait d'un très grand intérêt pour l'acheminement des travaux de recherche par exemple. Maintenant, ce que je dois faire, la première des choses, c'est tout simplement d'essayer de répertorier mes documents. Là, vous avez une petite barre qui va vous permettre de choisir la façon dont vous voulez classer les documents que vous avez obtenus. Par exemple, si je m'intéresse aux documents qui sont récemment publiés, vous êtes en train de faire de la veille scientifique ou la veille documentaire et vous voulez voir les documents qui ont été récemment publiés, ce que vous devriez faire, vous allez choisir date. Et là, lorsque vous allez cliquer sur date, ce qui va se passer, on va obtenir essentiellement les documents qui ont été récemment publiés. Alors, voilà. Donc là, date, ça va vous donner les documents qui sont relativement récents. Vous voyez très bien que le plus récent des documents, c'est un document qui a été publié en octobre 2020. C'est un document qui est in press. C'est-à-dire parce que nous ne sommes pas encore en octobre 2020. Donc, parmi en fait, ce document-là, il s'intéresse à quoi? Donc là, il s'intéresse aux plantes traditionnelles et leur composition en éléments traces. Et le plus important, c'est que ces plantes médicinales sont utilisées dans le traitement du diabète sucré. Voilà. Maintenant, si je veux m'intéresser au document le plus cité, ça veut dire le document qui a normalement le plus d'impact sur la publication des articles scientifiques qui sont liés au domaine du diabète sucré, je vais choisir Time Cited, ça veut dire le nombre de citations de ce document-là. Et là, ça se charge, donc je m'excuse parce que la connexion est relativement lente. Donc, le document le plus cité, c'est un document qui a été publié en septembre 1993 dans le New England Journal of Medicine. Et c'est un document qui a été cité par les articles qui sont normalement publiés dans les journaux indexés dans la Web of Science Core Collection. Il a été cité 16 876 fois. Donc, vous voyez très bien que c'est un document qui a vraiment un très grand impact sur l'acheminement de la recherche scientifique relative au diabète sucré. Actuellement, on va utiliser les filtres parce que là, c'est uniquement une réorganisation de l'ordre des documents. Mais on va utiliser les filtres pour avoir beaucoup plus d'idées sur les articles récents qui ont beaucoup plus d'impact. Et pour avoir une idée sur les articles récents qui ont beaucoup plus d'impact, les gens de Web of Science ont créé deux algorithmes essentiels. Le premier, c'est un algorithme qui va nous donner les articles les plus cités dans un champ disciplinaire bien déterminé et qui est relatif au diabète sucré. Parce que le diabète sucré, c'est uniquement un élément de recherche, donc je dirais une phrase de recherche. Mais le champ de recherche peut être médecine, ou peut être biologie, peut être physiologie. Donc, ça dépend du champ de recherche qui a été octroyé à ce document-là par les gens de Web of Science. Donc là, par exemple, je vais essayer de filtrer, je vais voir quels sont les documents qui sont très cités et qui font partie, par exemple, je dirais des revues de synthèse, donc uniquement les reviews et non pas les articles ni meeting abstract, ni letters, ni proceedings papers. Ok? Donc là, je vais prendre les documents qui sont très cités et qui sont essentiellement des revues, et non pas des articles scientifiques. Alors, ce que je vais faire, je coche highly cited papers et je coche reviews. Et à ce niveau-là, je fais refine, donc réaffiner ma recherche. Donc, le nombre de documents va drastiquement diminuer. On attend. Bon, voilà. Donc là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens les documents qui sont très cités, qui ont été très cités récemment. Pourquoi? Parce que cette option de Highly Cited Paper, ça veut dire quoi? Donc, je vais cliquer dessus pour comprendre. Je conseille
en fait, aux étudiants ou à tout chercheur, lorsqu'il va voir highly cited paper, ça ne veut pas dire que c'est un papier qui est très cité et qui contient diabetes mellitus. Ça veut dire que c'est un papier qui est très cité et qui contient diabetes mellitus, mais dans un champ de recherche bien déterminé. Donc là, regardez, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire que c'est un article qui a reçu un nombre de citations au niveau du mois de janvier et février 2020 et qui ont permis de le mettre dans le top 1% des publications scientifiques. Dans quoi? Dans le champ de clinical medicine, donc de la médecine clinique, based on a highly cited threshold. Donc là, c'est au niveau de leur technique de calculation, de calcul, pardon. Donc là, vous avez vu clinical medicine. Si je vois à ce niveau-là, on va voir que, en fait, c'est la même chose. Je suis tombé sur la même chose. C'est la même chose. Mais c'est différent. Donc, c'est également la même chose. Puisque c'est diabète sucré, donc ça me donne à peu près dans la plupart des cas la même chose. Mais si on s'intéresse au diabète sucré à l'alimentation, on aurait trouvé un article qui est cité à ce niveau-là, qui est highly cited paper, mais qui est peut-être affecté au champ de nutrition et non pas clinical medicine. Donc là, ce que je vais faire, ce que j'ai obtenu, regardez, j'ai obtenu uniquement 76 résultats. Tout à l'heure, c'était 72 000 quelque chose. Maintenant, c'est uniquement 76 documents. Là, je sais très bien que je suis en train de m'approcher du document le plus intéressant pour moi. Le document qui m'intéresse à ce niveau-là, regardez, par exemple, il parle de l'obésité, du diabète de type 2 et des risques cardiovasculaires en liaison avec les boissons sucrées. Donc là, pour moi, c'est très intéressant parce que je suis en train de travailler sur l'impact des carbohydrates sur l'avènement de ces maladies-là, par exemple. Et ce que je vais faire, je vais cliquer sur ce document-là. Premièrement, regardez, il y a une information très importante. On vous dit que ce document a été cité de manière générale depuis sa date de publication en 2010 jusqu'à aujourd'hui. Il a été cité 749 fois. Et il y a également une autre astuce du nombre d'utilisations, c'est usage count. Là, ce document a été utilisé 14 fois dans les 180 derniers jours. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il a été utilisé 14 fois dans les 180 derniers jours. Ça veut dire que en faisant leur recherche sur Web of Science, les chercheurs ont cliqué, ils ont sélectionné ce journal-là, cet article-là, pardon, et ils ont cliqué soit sur Export, soit sur retrouver le full text from publisher, donc free full text from publisher. Si vous cliquez à ce niveau-là ou à ce niveau-là, ça veut dire que vous avez utilisé le document et à ce niveau-là, on va incrémenter le nombre d'utilisations par 1 puisque vous avez cliqué donc sur la possibilité d'utilisation. Maintenant, si je clique sur le document lui-même, que va-t-il se passer? On va me ramener. Pardon? Voilà. Lorsque je clique sur le document, qu'est-ce qu'on va me faire? On va me reconduire vers quoi? Vers la fiche. Donc là, c'est pour, en fait, sur Web of Science, on ne parle pas de, en fait, je dirais, d'informations relatives au document, on parle de records. C'est-à-dire, il y a une fiche d'un document. Par exemple, lorsque vous faites la lecture analytique d'un article scientifique, qu'est-ce que vous faites? En général, vous allez toujours mettre à côté de votre article une fiche de l'article scientifique et comme ça, vous allez l'analyser de manière propre et vous allez toujours garder votre analytique en fait avec vous. C'est ce qu'a fait Monsieur Garfield et c'est ce que font actuellement de manière électronique les gens de Web of Science. Donc là, vous avez une fiche complète du document. Qu'est-ce qu'elle contient cette fiche? Parce que ce sont des informations importantes pour tirer profit des articles scientifiques que nous lisons. On vous met le titre du document, on vous donne également les auteurs qui ont normalement rédigé le document-là, et puis on vous donne les informations relatives aux auteurs. Là, vous avez normalement l'auteur sur Web of Science, il est reconnu par 2 éléments essentiels, soit par son ORCID, soit par son Researcher ID. Et puis tout à l'heure, on va voir comment vous allez pouvoir retrouver un auteur ou un reviewer en utilisant Parblance.
On vous dit que ce journal a été publié dans la revue scientifique Circulation, le volume, donc toutes les informations relatives à cet article-là. Il y a également le DOI, le Digital Object Identifier. Vous avez également les keywords. Vous voyez très bien que les keywords qui ont été donnés par les auteurs ne sont pas mentionnés pour une raison ou pour une autre. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été mentionné par les gens de Web of Science. Et là, voilà. Donc là, on vous donne Author Keywords, c'est ça. Et puis, il y a les Keywords Plus. Les Keywords Plus, c'est différent des Keywords parce que les Keywords Plus, ce sont des mots-clés qui ont été normalement calculés de manière automatique par les algorithmes des gens de Web of Science pour permettre une meilleure visibilité du document. Parce que des fois, les chercheurs ou les auteurs ne choisissent pas les bons mots-clés. Donc, Web of Science va aider les chercheurs à ce que leurs travaux soient beaucoup plus visibles. Et là, il y a les Keyword Plus. Puis, il y a les informations avec l'affiliation des auteurs. Et là, c'est très important. Je pense qu'actuellement, tous les chercheurs sont censés déclarer en fait, je dirais les conflits d'intérêts, également les funding agencies, donc les agences qui vont financer leurs travaux de recherche. C'est très important. Donc, vous voyez très bien que les gens de Web of Science mettent essentiellement les internationales, donc les firmes internationales qui travaillent au niveau de l'industrie pharmaceutique et également de l'industrie cosmétique et agroalimentaire. S'il y a un financement, en fait, on peut soupçonner qu'il y a un conflit d'intérêts entre ces chercheurs et ces industriels. Le publisher, c'est le Lippincott Williams, donc des États-Unis. Et là, Journal Information. Donc là, si vous vous intéressez normalement au journal, donc à ce journal-là Circulation, et que vous voulez vraiment publier dans ce journal-là, on vous donne deux liens pour vous rediriger afin que vous puissiez avoir des data d'évaluation de ce journal-là en se basant essentiellement sur des données métriques, uniquement de la bibliométrie. Parce que sur la plateforme, plutôt sur le site web Pablums, il y a également les données altmétriques. Donc, altmétriques, pourquoi? Parce que ce sont des données métriques alternatives en se basant sur les réseaux sociaux. Donc là, ce sont uniquement les données bibliométriques officielles qui sont données par Web of Science. Voilà, la catégorie ou la classification, donc c'est Cardiovascular System and Cardiology, cardiaque, donc là c'est beaucoup plus pour la biologie. Et puis finalement, on termine cette fiche par les références qui ont été citées par ce document-là. Elles sont de 96 et elles sont listées à ce niveau-là avec leurs citations également, et vous pouvez y accéder sans aucun problème pour les voir si vous voulez voir une citation qui vous a tout simplement intrigué en lisant ce document-là. À votre droite, ce que vous allez trouver, donc vous allez trouver un panneau qui est en blanc et que nous appelons le Citation Network. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure au niveau de la diapositive. Donc, le réseau de citations, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver le nombre de citations données à ce document-là dans toutes les bases de données. Et puis, on va si vous cliquez sur More Counts, I think, yes, on va vous donner le nombre de citations dans chacune des bases de données qui appartient à la Web of Science Platform. Vous voyez très bien que le plus grand nombre des citations a été donné par les articles qui sont indexés dans la Web of Science Core Collection. Maintenant, le plus important, c'est les Related Records. Et là, ce sont, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, pourquoi c'est très important de voir les Related Records, donc les fiches qui sont liées à ce document-là, parce que ça se base essentiellement sur la connexion des idées. Lorsque vous allez avoir des références qui sont partagées avec un autre document, c'est-à-dire que votre document et ce document-là ont des idées qui sont partagées. C'est-à-dire que vous et l'auteur qui a rédigé l'autre document, vous partagez quelques idées. Et à ce niveau-là, si vous cliquez sur View Related Records, ce qui va se passer,
vous allez retrouver tous les documents qui ont une potentielle connexion avec le document qui est en cours. Et comme ça, vous allez avoir une longue vision relativement à ce champ de recherche. Là, vous voyez très bien. Donc, les fiches et les documents, plutôt les papiers qui sont liés aux papiers qui vous intéressaient tout à l'heure. En fait, il y a actuellement 23 001 papiers qui sont en connexion avec le papier qui vous intéresse. Et le plus important, c'est de retrouver les shared references, donc les références partagées. Vous voyez très bien que ce papier-là, il partage normalement 41 références avec votre papier. Celui-là 62 références, l'autre 40. Donc là, vous pouvez en tirer bénéfice sans aucun problème en revenant normalement à notre recherche. Donc là, je vais revenir à mon papier, donc le papier qui m'intéresse. Regardez, lorsque je suis sur cette fiche de papier, il y a automatiquement View PDF qui apparaît. Donc là, c'est une option qui n'est pas possible lorsque vous n'installez pas Copernio. Copernio, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que c'est un plugin qui va s'installer sur votre navigateur, essentiellement Google Chrome, parce qu'il est optimisé pour fonctionner sur Google Chrome. Et lorsque vous allez l'installer, une fois que vous êtes sur Web of Science ou une autre plateforme, ou bien en fait la page d'un éditeur, vous allez toujours retrouver Copernio qui est avec vous et qui va essayer de rechercher le full texte de l'article que vous êtes en train de lire, et on va vous demander de le télécharger, de le voir premièrement ou de le télécharger. Donc là, pour Circulation, je peux accéder à ce PDF-là, le PDF relatif à ces documents-là. Et une fois je clique dessus, là, normalement, j'obtiens le full text PDF. OK, full text article, normalement. Donc, vous pouvez le lire et vous pouvez également le télécharger. Si vous êtes connecté, vous aurez normalement la possibilité de l'ajouter à votre panier, donc Save in Locker. Donc là, je l'ai déjà, enregistré parce que c'était un article qui m'intéressait beaucoup. Et normalement, je l'ai. Si vous ne l'avez pas, vous allez pouvoir l'ajouter. À chaque fois que vous allez vous connecter à Copernio, vous allez retrouver ce document-là au niveau de votre interface utilisateur sur Copernio. Quand vous pouvez le télécharger, je vous l'ai dit, vous allez le mettre sur votre ordinateur. Voilà. Donc, je ferme ceci. Et supposons maintenant que je veux voir quel est le chercheur qui a publié beaucoup plus d'articles en tenant compte, en fait, la phrase de recherche que je viens de faire, Diabetes mellitus. Donc, je reviens au résultat de la recherche, donc Search Results. Et là, voilà, je reviens au résultat de ma recherche. Maintenant, ce que je vais faire, il y a une possibilité très importante, c'est d'analyser les résultats. Regardez en haut à droite, il y a Analyze Results. Donc, tous les résultats que nous avons obtenus suite à l'application des filtres, on va les analyser. Et lorsqu'on fait analyser, donc il y a normalement un diagramme proportionnalité qui apparaît. Et là, vous voyez très bien qu'il y a normalement, grâce aux termes de recherche que nous avons utilisés et grâce aux filtres que nous avons appliqués à notre recherche première, nous avons obtenu un chercheur. Donc, il y a normalement 1, 2, 3 chercheurs qui sont sur le même pied d'égalité et qui ont le même nombre de publications relatives à ce champ de recherche. Maintenant, par exemple, si je m'intéresse à ce premier chercheur-là, je vais tout simplement mettre mon curseur sur le nom de ce chercheur et là, je vais faire uniquement View Records. Pourquoi, avant de passer pour que vous teniez le fil, pourquoi j'ai retrouvé ces chercheurs-là? Parce qu'au niveau de ces filtres-là d'analyse, j'ai mis Authors. Je peux analyser mes résultats de recherche par différents critères. Là, j'ai choisi uniquement les auteurs. Donc,
l'un des auteurs qui sont très importants relativement aux articles que je suis en train de rechercher, il y a ce monsieur-là. Et là, je veux voir les documents qu'il a publiés. Donc, je mets mon curseur à ce niveau-là. Et là, je mets View Records. Donc, toutes les fiches des documents qui ont été publiés par ce monsieur-là. Connexion relativement lente. Et là, vous voyez très bien que ça m'affiche normalement les 3 articles qui ont été publiés par le monsieur, donc le chercheur G. Hert, normalement, sur lequel je viens de cliquer. Si je veux savoir en fait l'affiliation de ce chercheur-là, je clique dessus, je clique sur son nom et normalement, je dois obtenir les informations relatives à cet auteur-là. Voilà. Donc, normalement, c'est un auteur, c'est un chercheur belge. Il fait partie de l'université catholique de Louvain, donc Louvain University, donc Louvain en Belgium. Et là, vous voyez très bien son H-index, il est de 60. Ces travaux ont été cités normalement par incrément 14 969 fois. Et voici normalement tous les documents qui ont été publiés dans des journaux qui sont indexés dans la Hall of Science Core Collection. Et vous voyez très bien que normalement, cet auteur-là avait réclamé que tous ces noms lui appartiennent. Et vous voyez très bien que là, normalement, c'est une fiche qui est complète de l'auteur qui nous intéresse. Bon, il y a ça. Voilà. OK. Maintenant, si je veux, par exemple, au niveau de l'analyse des résultats toujours, si je veux voir, en fait, quel est le journal dans lequel il y a le plus grand nombre de publications, encore, je le rappelle, en respectant le filtre que nous avons appliqué et également en respectant les termes de recherche que j'ai utilisés par là. Donc là, je vais choisir cette fois-ci, puisque je suis en train de rechercher les journaux dans lesquels on a publié le plus, je vais rechercher Source Titles. Et là, vous voyez très bien que la majorité des documents ont été publiés dans Nature Reviews Endocrinology, donc la revue Nature, donc, mais c'est uniquement, en fait, c'est le volet endocrinologie et qui publie uniquement les revues de synthèse en endocrinologie. Voilà, donc quels sont les articles qui sont publiés uniquement dans cette revue-là? Donc, View Records, ce sont 17 documents et je vais les retrouver à ce niveau-là. Donc là, vous voyez très bien que Web of Science vous permet une certaine flexibilité pour retrouver à peu près n'importe quel document qui vous intéresse en ayant accès à différents outils d'analyse et de choix, donc de critères de sélection qui vous convient. Ça va? Donc, j'espère que vous avez… en fait, j'ai essayé de… je dirais de vous initier à la recherche des articles scientifiques qui vous intéressent vraiment sur Web of Science. Maintenant, je vais vous parler de la façon dont vous pouvez trouver un auteur qui est, je dirais, très important dans un champ de recherche. Nous avons vu comment vous pouvez trouver un auteur en utilisant l'outil d'analyse sur Web of Science. En vue, par exemple, pourquoi vous allez rechercher un auteur? Premièrement, parce que c'est un auteur qui est très important pour votre champ de recherche et peut-être que vous êtes en train de rechercher des collaborations à l'échelle nationale ou internationale. Donc là, c'est un outil très important. Il y a un ensemble d'outils qui sont très importants pour que vous puissiez trouver un auteur qui est peut-être, je dirais, clé pour le bon acheminement de votre travail de recherche. Ben là, on avait vu cette technique-là donc en utilisant le Analysis Tool de Web of Science. Il y a également cette technique-là, nous l'avons peut-être introduite en utilisant le Analysis Tool parce que dans les filtres, on avait utilisé les Highly Cited Papers. Et puis, il y a cette première technique, c'est la recherche des auteurs qui est disponible malheureusement uniquement
pour les auteurs qui ont publié dans la Core Collection de Web of Science. Il y a également cette plateforme à laquelle j'invite tous les chercheurs à s'inscrire, c'est la plateforme Pablance. C'est une plateforme très importante. C'est à peu près une plateforme qui est, je dirais, qui est similaire de ResearchGate, sauf que ResearchGate prend beaucoup plus il prend beaucoup plus je ne sais pas, j'ai perdu le mot, mais plutôt, il prend beaucoup plus un volet social, parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges avec les autres chercheurs que sur une autre base de données. Sur Pablance, qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver? Vous allez pouvoir retrouver des chercheurs, vous allez retrouver essentiellement des reviewers, et vous allez également pouvoir retrouver plutôt comparer les chercheurs au niveau des universités et au niveau de la même université également, et également au niveau du même laboratoire, si vous le voulez. Donc là, on va voir comment vous allez pouvoir faire la recherche en utilisant Pablance. Donc Pablance est un outil essentiel. Donc je vais essayer de voir. Donc regardez toujours sur Web of Science. Je vais cliquer sur Pablance. Donc je ne sais pas si j'aurai la possibilité d'accéder parce que voilà, ok. Donc je vais mettre sign in. Il faudra impérativement avoir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Je ne sais pas si c'est le bon mot de passe. Ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas marché. Je pense que j'ai tapé le bon mot de passe. Je vais l'enregistrer, comme ça, je ne vais plus le perdre. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va sur Pablance, normalement, Browse. Vous cliquez sur Browse et vous cliquez sur Researcher, par exemple. OK. Donc là, on est en train de rechercher un chercheur bien déterminé. Donc, regardez, sans faire aucune recherche. Donc là, la recherche, vous pouvez la faire par nom de chercheur ou sans Researcher ID qui a été octroyé par Web of Science. Vous pouvez faire la recherche par institution. Vous pouvez faire la recherche par champ de recherche ou bien par pays. OK? Et là, il y a l'application des données métriques, Web of Science Core Collection Only, et les derniers 12 mois. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez cocher ou décocher donc, ces données-là. Donc là, si je les coche, je veux voir uniquement les grands reviewers de cette année-là. Donc, regardez à l'échelle internationale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce monsieur-là, Saïd Ali Mirjalili. Donc, c'est un chercheur qui est classé premier par les gens de Pablance, les gens de Web of Science. Pourquoi? Ce n'est pas parce que, en fait, c'est un très grand chercheur, premièrement, mais beaucoup plus parce que c'est un très grand reviewer. Ça ne veut pas dire s'il est classé premier à ce niveau-là, ça ne veut pas dire qu'il fait de la recherche et c'est lui qui a fait le plus grand nombre de publications dans son champ de recherche, mais c'est beaucoup plus parce que c'est lui qui a fait le plus grand nombre de révisions de documents, le plus grand nombre de corrections de documents. Et ce monsieur-là, je pense que c'est un monsieur qui travaille dans le champ de, je dirais, la programmation et l'informatique et l'intelligence artificielle. Regardez, c'est un chercheur, normalement, qui appartient à une université, donc il est affilié à une université australienne, ok? Et il a à peu près 145 publications avec 10 629 citations pour l'ensemble de ces publications. Son H-index, il est de 40. Et puis, il a révisé à peu près 2204 documents. Ça va? Et ce sont des révisions qui ont été vérifiées par les gens de Web of Science. Parmi ces révisions, il y a des éditeurs qui ont dit que vraiment ce
Ce monsieur-là a participé à la révision des articles qu'ils avaient publiés dans leur journal, dans leur revue scientifique. Il y a 126 éditeurs, plutôt 120, il y a 126 déclarations de vérification d'édition, plutôt de révision par les éditeurs. Voilà, donc ces champs de recherche, Applied Mathematics, Artificial Intelligence, donc Business Analytics, il y a Neural Networks, Soft Computing, Swarm Intelligence, Optimization. Donc, en fait, c'est une personne qui travaille dans le champ de l'informatique en général. Et là, ce sont normalement, les articles qui sont les plus cités à ce niveau-là, c'est le summary, donc le résumé des peer review. OK. Avant de terminer, normalement, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir rechercher un journal pour la publication. Je vais parler uniquement de la Master Journalist pour ne pas tarder. Master Journalist, c'est un outil qui est également mis à la disposition des chercheurs au niveau du consortium des universités marocaines, donc également au niveau de l'université Mohamed Ier. Master Journalist, lorsque vous allez cliquer dessus, qu'est-ce que vous allez trouver? Normalement, on va vous donner cette fenêtre-là à travers laquelle vous allez rechercher un journal. Bon, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un journal, qui vous intéresse, vous voulez publier dans ce journal-là, mais vous n'êtes pas sûr si ce journal est indexé dans la Web of Science Platform ou non. Pour éviter que vous publiez dans un journal qui est uniquement un journal prédateur et qui vous dit que nous avons un impact factor alors qu'ils ne l'ont pas, ce que vous devriez faire, le premier réflexe, c'est de venir sur la Master Journalist et rechercher le journal par son ISSN ou par son nom également. Là, vous voyez très bien. Donc, je vais essayer de chercher, par exemple, un autre journal, Journal of, je vais voir, Astrophysics, par exemple. Donc là, regardez, on me donne la liste des journaux qui ont Astrophysics dans leur titre. Vous voyez très bien qu'il y a un très grand nombre de journaux, donc c'est pour cela que je vous conseillerais de faire la recherche toujours du journal par son ISSN. L'ISSN, c'est tout simplement International Standard Serial Number. C'est toujours le numéro de la revue scientifique. Et comme ça, vous n'aurez aucun doute si ce journal est indexé ou pas indexé dans la Web of Science Platform. Donc là, regardez, pour ce premier journal, je suis sûr que c'est le journal qui m'intéresse, Astrophysics. Et là, je vais essayer de faire View Profile Page. C'est-à-dire, je vais voir la tendance et l'évolution, la tendance d'évolution de ce journal-là. Et là, on vous met un astérisque. Ça veut dire que, pourquoi required free login? C'est-à-dire que, en fait, pour voir le profil du journal, il faudra que vous ayez donc accès à la Master Journalist via votre compte sur la Master Journalist. Donc là, je vais faire un essai parce que j'ai un problème avec la Master Journalist à partir du réseau du e-consortium, plutôt e-resources-imist.ma. Donc là, ça m'écrit donc ils sont désolés, ils ont un problème de téléchargement de la page. Je vais m'y connecter directement Master Journalist sans e-ressources. Bon, pardon. Voilà. Bon. OK. Donc là, ça ne me pose pas le même problème. Donc, si vous aurez le même problème, ce que vous devriez faire, vous allez, voilà, on m'écrit Welcome Ali Brawan. Si vous avez le même problème, vous faites la même manipulation. Vous connectez à la Master Journalist, mais non pas sous couvert du serveur proxy de e-resources.imist.ma. Vous y connectez
donc de manière indépendante en utilisant uniquement le mgl.clarivate.com. Ok, donc là, je vais faire la même recherche, astrophysics, voilà. Et là, j'aurai donc le journal qui apparaît dans la publication. Premièrement, ça me réconforte parce que je suis sûr que le journal dans lequel je vais publier, c'est un journal qui est indexé dans la base de données, plutôt dans le Web of Science. Et puis, View Profile. Lorsque je clique sur View Profile, qu'est-ce que ça me donne? Ben, ça va me donner toutes les informations relatives au journal. Regardez, ça me donne son ISSN et son ISSN, ça veut dire l'ISSN électronique. Le publisher, donc la maison d'édition de ce journal-là, c'est le Springer, éditeur des USA. Il y a donc là, en termes de traçabilité, il y a le site web du journal. Vous avez également la première année de publication du journal, c'était 1965. Là, vous avez normalement les différentes, je dirais, informations relatives au journal. Ben là, regardez, view these metrics within Journal Citation Report. Regardez, là, vous avez l'impact facteur du journal et là, vous avez normalement la catégorie, son évolution dans la catégorie. Ça me paraît grisé. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai pas accès au Journal Citation Report parce que je suis connecté en dehors du réseau de e-resources.emis.ma. D'ailleurs, c'est le problème, parce que même si je suis connecté dans le campus universitaire de l'Université Mohamed Ier, je n'ai pas accès à ce niveau-là parce que, comme je l'ai dit au début de la présentation, notre université avait changé son adresse IP il y a quelques années et ça nous a fait perdre donc l'accès direct à ces données-là. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur normalement, je vais prendre l'ISSN du journal, ou bien le journal lui-même. Donc, je vais prendre l'ISSN, je vais revenir à ce niveau-là, comme ça vous aurez une idée. Et là, je vais me mettre, donc je vais choisir le Journal Citation Report à ce niveau-là. Juste pour vous montrer que ça marche, comme ça vous allez faire la même manipulation. Normalement, lorsque vous allez vous connecter avec un compte et que vous allez créer le compte en étant connecté sous couvert du réseau, sous couvert du serveur proxy e-resources.emis.ma, vous allez pouvoir y accéder même si vous êtes chez vous, à la maison, parce que normalement, il y a la possibilité d'accéder à Web of Science en possibilité de roaming sans que vous ne soyez au niveau de votre université. Donc là, je vais mettre l'ISSN. Voilà, ça me crée automatiquement Astrophysics. Et là, je vais faire la recherche pour voir. Voilà. Donc là, vous voyez très bien, automatiquement, ça me ramène vers Journal Profile. Et là, je retrouve toutes les informations que je viens de retrouver sur le Master Journalist. Voilà, mais là, c'est en détail. Tout à l'heure, les informations relatives au facteur d'impact, c'était des informations grisées. Maintenant, je les obtiens. Voilà, vous avez votre Journal Impact Factor Trend pour 2018 et vous avez également la façon dont ils ont calculé le facteur d'impact pour ce journal-là. Là, vous avez le détail du calcul. Apparemment, ce journal, c'est un journal qui est relativement récent. Donc, la première publication, je dirais, les calculs ont été réalisés normalement qu'est-ce qu'on avait trouvé tout à l'heure? C'était un journal qui était premièrement publié en 1965. Mais peut-être que l'indexation, c'est ça, l'indexation, elle est relativement récente parce qu'il y a uniquement donc le facteur d'impact pour 2014 et puis jusqu'à 2018. Et il se peut que peut-être il n'offre pas l'impact facteur avant 2014 parce que tout simplement la souscription marocaine, parce que là ça va dépendre de la souscription marocaine. La souscription marocaine à Web of Science et à ces produits-là n'avait pas lieu avant 2014. Voilà. Et là, on vous donne également les différents journaux en fait, les différents articles qui sont très importants et qui ont été publiés dans ce journal. OK.
donc Total Size. Donc, vous avez un ensemble de données. Là, vous avez la contribution par région pays. Vous voyez très bien que c'est la Russie qui est le premier contributeur dans ce journal-là, avec 66 publications. Ah, apparemment, c'est un journal qui est relativement récent. Regardez, un journal qui date de 1965 et qui est qui a 68 publications. Je ne sais pas. Mais là, regardez, il y a également Journal Profile 2016. Donc là, c'est une donnée à saisir. C'est uniquement le profil entre 2016 et 2018. Ok, donc je voulais également vous parler de Insights pour vous montrer comment on peut évaluer donc la recherche scientifique dans un pays, dans une organisation, pour également parler de la façon dont Monsieur Azizi avait tout à l'heure classé l'université marocaine. Il y avait également peut-être une question relativement à la qualité de la recherche. Normalement, si vous voulez, on peut faire une autre présentation sur l'évaluation, également la prise de décision, je dirais, de la politique de la recherche en utilisant le Insights, parce que Insights, c'est un outil qui est très important. Si, par exemple, notre université veut soit investir davantage dans un champ de recherche bien déterminé ou bien changer de politique de recherche, c'est très important parce que tout simplement, c'est un outil qui va nous permettre le benchmarking de notre recherche et puis c'est comme ça qu'on pourra évoluer, c'est en utilisant cet outil-là, le Insight, c'est très important. Il peut être utilisé par un État, il peut être utilisé par un ministère, il peut être utilisé par une institution, comme il peut être utilisé par un laboratoire et un chercheur, tout simplement dans le but de faire le management de la recherche scientifique. Bon, voilà, donc pour terminer, je vous dirais que la plateforme Web of Science et Insights, ce sont deux éléments essentiels auxquels notre consortium des universités marocaines est souscrit et qui devrait normalement aider au développement de la recherche dans notre pays. Finalement, pour les personnes qui veulent apprendre davantage et à utiliser ces outils-là. Je vous laisse ici le lien pour y accéder et vous n'avez qu'à lire, assister aux live trainings et puis c'est à vous d'améliorer vos compétences. Et avant de terminer, je vous dis merci de votre présence. Il y avait à peu près 124 personnes. Je vous remercie toutes et tous et à la prochaine, Inch'Allah. Merci, c'est Ali, pour cette conférence magnifique. En principe, on doit suivre cette conférence par d'autres ateliers plus détaillés, Inch'Allah, dans le semestre prochain. Oui, certainement. Je suis prêt à assister normalement les étudiants pour qu'ils puissent bien tirer profit de ces outils-là, sans problème. Merci bien. Donc maintenant, on va passer aux questions. Les questions qui ont été posées par les… Est-ce que vous partagez avec nous votre présentation? Oui, sans problème. Donc, si vous voulez la présentation, je vous la donne, il n'y a aucun problème parce que… Et je peux même vous donner d'autres présentations beaucoup plus détaillé, donc relativement à ça, il n'y a aucun problème relativement à ça, donc volontiers. Où on peut trouver les articles d'avant 1950, titre d'exemple. Normalement, en fait, j'ai parlé uniquement de la plateforme Web of Science. La plateforme Web of Science, elle nous donne uniquement la possibilité d'accéder aux articles à partir de 1950 parce que le paiement, donc la souscription marocaine permet uniquement l'accès aux articles qui datent de 1950 au présent. Vous devriez savoir que la Web of Science Collection permet également l'accès aux articles de 1900, donc le début du XXe siècle jusqu'à présent. Pour les articles les plus anciens, ce que vous devriez faire, parce que normalement, il y a, je dirais,
au niveau du début du XXIe siècle, ça veut dire entre l'année 2000 et l'année 2010, il y a eu un très grand projet de numérisation des articles scientifiques anciens parce qu'ils étaient uniquement en forme papier. Et vous pouvez faire la recherche normalement au niveau, si vous ne les trouvez pas au niveau des bases de données qui sont actuelles, comme Web of Science ou bien Scopus ou bien PubMed, vous pouvez faire la recherche directement au niveau des éditeurs, des maisons d'édition. À ce niveau-là, j'ai fait la manipulation et j'ai trouvé des articles qui sont très anciens. Vous allez les trouver, mais leur qualité, normalement, c'est une qualité qui est relativement médiocre par rapport au PDF actuel. Normalement, oui, parce que lorsque vous faites la recherche, vous pouvez faire la recherche lorsque vous allez choisir normalement la façon de rechercher. Vous pouvez faire la recherche par DOI sur Web of Science et c'est essentiel parce que le DOI, c'est le Digital Object Identifier, c'est le seul numéro qui va vous permettre d'identifier un document PDF sur Internet. Et Web of Science, c'est une plateforme qui, parmi les critères essentiels pour qu'un journal soit indexé, il doit avoir un DOI, donc il peut attribuer un DOI aux articles qu'il publie. Quel est le temps moyen que prend un article après sa publication? À ce niveau-là, ça dépendra des gens de Web of Science. Normalement, la mise à jour, elle peut être quotidienne, ça dépend également, normalement, de l'éditeur. Parce qu'il y a des fois, des éditeurs qui vont normalement retarder leur processus de déclaration d'acceptation de documents. Donc là, c'est en fait l'apparition sur le Web of Science, c'est un processus qui est relativement complexe. Il ne dépend pas uniquement de Web of Science, mais dépend essentiellement de l'éditeur parce que les gens de Web of Science, à chaque fois, donc normalement, c'est quotidiennement, la mise à jour est quotidienne. Voilà. Juste pour les documents que vous allez donc les partager, oui. Je parle à la place de Seb Melk, mais en fait, oui. C'est Doc qui va les partager. Donc, si c'est bon. Il n'y a aucun problème. Parce que c'est le CEDOC qui a organisé, donc c'est le CEDOC qui va se charger du partage. C'est ça. Oui. Donc, on va mettre tous les documents à la disposition des doctorants et des enseignants et des chercheurs d'une façon générale. Juste une petite remarque avant de fermer cette main. Juste pour les citations. Oui. Et puis donc je vais dire ma remarque et après donc vous commentez. Ce que je trouve, et puis des fois on fait pas attention. En général, on cherche chacun dans son domaine, on cherche des articles et des fois on les cherche d'ailleurs. Et puis, on oublie donc les articles qui sont publiés donc, au nom de notre université. Et ça, c'est très problématique. Ça va donc concerner automatiquement ou nuire, si vous voulez, donc à l'augmentation des H-index des différents professeurs ou des auteurs, donc disons de l'UMP. Oui. En fait, etc. Des fois même dans le même laboratoire, donc on ne cite pas les articles des collègues. Peut-être c'est le même sujet, c'est très proche, et on cite d'autres articles qui sont d'ailleurs, et puis donc on ne profite pas donc de ce que nous faisons déjà. Oui, si Mustapha, je vous comprends, mais en fait, peut-être que je suis je ne suis pas du même avis. Oui, c'est bien de citer, en fait les collègues, c'est très intéressant parce que d'ailleurs c'est une reconnaissance de leur contribution dans notre travail de recherche et puis c'est également une preuve de la continuité des travaux de recherche dans un laboratoire bien déterminé. Sauf que en augmentant le nombre de self-citations, c'est-à-dire les autocitations, là, je parle des autocitations du laboratoire, parce qu'on peut évaluer un laboratoire. Et lorsque le nombre d'autocitations d'un laboratoire augmente, c'est-à-dire qu'il y a du copinage dans les publications scientifiques. Et peut-être que le H-index, normalement, des
des auteurs va augmenter. Mais lorsqu'on va prendre en considération, si on veut calculer le H-index du laboratoire, ce qui va se passer, c'est que si on met en fait un histogramme des self-citations par rapport aux citations qui ne sont pas des autocitations, ce qui va se passer, c'est que nous aurons des autocitations qui sont beaucoup plus prépondérantes par rapport aux citations normales dans le document. Donc, la citation des collègues, c'est une chose très importante, mais il faut faire très attention avec ça parce que des fois, ça peut nuire à notre réputation beaucoup plus que normalement, je dirais, œuvrer pour le bien de notre réputation. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, il faut pas donc être trop exagéré. Voilà. Mais je dis aussi donc pour le reste des universités marocaines, donc c'est-à-dire que Ah oui, par exemple MIST, etc. Donc il faut qu'il y ait donc une vision parce qu'il n'y a pas une vision. C'est-à-dire on cherche juste comme ça donc les citations des autres pays à chaque fois. Donc par exemple moi je trouve tout un problème pour donc vérifier mes reviews. Donc dans Pablance. Donc là, il faut aller donc voir donc toutes les reviews que nous avons fait sur des années et soi-disant les vérifier sur Pablance. C'est tout un travail. Donc. C'est un travail parce que normalement, il faudra faire comme les curateurs des musées. Il faudra que vous allez piller au niveau de votre boîte de recherche, boîte email, et retrouver tous les emails qui ont été envoyés. Il y a des 200 reviews, etc. C'est ça. Oui, c'est un travail qui est colossal. Mais normalement, si vous pouvez vous en passer, il n'y a aucun problème. Parce que finalement, c'est votre H-index qui va vous donner beaucoup plus de notoriété. D'accord, merci. J'ajoute aussi donc, le H-index. Donc, avant, donc, on s'intéressait donc, à toutes sortes de citations. Donc, maintenant, il y a H-index de Scopus, H-index de oui, de Web of Science. Et il y a également le Asian Factor de Web of Science. Donc, le Asian Factor, il est beaucoup plus proche de la réalité. Parce que là, c'est un calcul qui est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus proche de la réalité. Si vous voulez, donc, l'année prochaine, Inch'Allah, on peut parler de Insights. Parce que Insights, c'est un outil qui est très important, qui va nous donner des choses, en fait, il va nous donner des réponses à des questions que vous avez posées tout à l'heure à Monsieur Abdelmalek, à Monsieur Azizi, c'est ça. Ok, donc c'est ça. Donc, ça serait intéressant pour les universités. Moi, je parle surtout. Ça serait intéressant même pour le ministère de l'Éducation supérieure, de l'Éducation nationale. Parce que là, ça va aider vraiment à réacheminer la recherche du pays vers des champs qui sont beaucoup plus productifs en termes, je dirais, d'impact de la recherche sur la société. Mais il faudrait qu'il y ait, en fait, je dirais, une volonté finalement. Ah, bien sûr. Et la même chose pour l'évaluation, je disais des doctorats, des habilitations, etc. Il faut qu'il y ait aussi donc une vision. Il ne faut pas donc. Est-ce qu'on va donc chercher les articles indexés où? Non, voilà, c'est ça. C'est pas clair donc sur ce point-là pour que les gens donc se préparent à ça. C'est pas à la dernière minute qu'on va dire telle indexation elle est reconnue, tel non, etc. Donc merci pour la présentation. Je laisse la parole à Saïd Maki. Ok, je vous remercie également. Bon, merci donc pour votre présence. Merci mes chers collègues enseignants. Si Jaafar qui est avec nous. Merci mes chères doctorantes, mes chers doctorants pour votre participation. On va essayer de continuer avec un autre webinaire la semaine prochaine. Et donc, ça sera le tour d'autres doctorants, c'est normal. On est limité par le nombre et donc à chaque fois, on essaie d'inviter à peu près 200 doctorants et donc à chaque fois, il y aura de nouveaux participants. Donc, merci et à la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci.